Good evening, everybody. We're going to have a presentation by Samuel Jean. He will be talking about conserving at-risk land birds in managed forests and the work that Cindy Stacer has done regarding this topic. We will be highlighting 3 different species: the Canada warbler, the rusty blackbird, and the olive-sided flycatcher. And we will also be, or Samuel will be talking about Cindy's best management practices that she's developed for the species as well. And I'll hand it over to Peter Burchell, who can talk a little more to the collaboration of this project between Cape Breton Private Land Partnership and UINR. I should also introduce myself. I'm the Species at Risk Coordinator for this project. Thanks, Erica. Yes, my name is Peter Burchell. I represent 2 woodlot owner private forest organizations in Eastern Nova Scotia, the Eastern Mainland, and then Cape Breton itself has its own regional group. We've been collaborating, partnering with the Unamaki Institute of Natural Resources, UINR, based in Eskazoni, through a community-nominated Species at Risk Special Places Fund through the federal government. For the last 5 years, and it looks to continue. And this is some of the work that we've been able to explore and bring to the public and try to improve that better management practices for species at risk and more knowledge about them in Cape Breton. So this is great. So credit to UINR and Dr. Cindy Stacer for the work. And yeah, we look forward to continuing this. I did want to mention that a big chunk of the land base that we're talking about is privately owned, so probably 80% with thousands of woodlots, and so it's a large stakeholder in the watershed, the Bedoya Lakes watershed, as well as trying to implement better practices. We can use our organizations to spread the word of better information. So thanks a lot. I'll hand it over to Cindy, I guess. Thanks so much for joining us tonight. I'm very pleased that Samuel Jean is going to be able to present this webinar in French. And without further ado, take it away, Samuel. Merci Cindy. Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui. Juste avant de débuter, on va prendre le temps de reconnaître qu'on se trouve en Mi'kma'ki, le territoire traditionnel et non scellé du peuple Mi'kmaq. Mon nom est Samuel Jean, puis ce soir, j'ai le grand plaisir d'agir en tant qu'interprète pour vous présenter ce projet qui a été réalisé par la Dr. Cindy Stacer de l'Université d'Dalhousie. Puis, c'est ça, on va passer à la présentation directement. Je vais juste tourner ma caméra off pour ne pas être distrait. Donc, ce soir, on vous parle d'un projet qui porte sur la conservation d'espèces d'oiseaux terrestres en péril dans les forêts aménagées de la région du Unamaki, donc du Cap-Breton. L'emphase de cette présentation va être sur 3 espèces en péril: la parulune du Canada, le mouche-poil à côté olive et le quiscal rouilleux, et les pratiques de gestion bénéfique qui peuvent être mises en place pour conserver les caractéristiques d'habitat clés pour ces espèces-là dans notre province. Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un projet qui est réalisé par Cindy. Puis le projet a débuté en 2021. Mais aujourd'hui, la présentation des résultats préliminaires au public ne fait que débuter. Il y a une présentation en anglais qui a eu lieu il y a 2 semaines, puis aujourd'hui, on présente en français. Donc, la présentation va se dérouler comme suit. En premier lieu, je vais vous donner une petite introduction et vous dire pourquoi on devrait s'intéresser aux oiseaux forestiers et à leur conservation. Vous présenter la raison d'être du projet, son but et son objectif. On va ensuite introduire ce que sont les pratiques de gestion bénéfique, puis comment les ébauches de pratiques de gestion bénéfique pour la province ont été produites. Après, on va s'intéresser à nos 3 espèces phares. Je vais vous présenter comment les identifier, puis vous parler des caractéristiques clés de leur habitat d'alimentation et de reproduction. On va ensuite regarder à les ébauches de pratiques de gestion bénéfique pour ces espèces. Avant de passer au travail de terrain, on va présenter comment les sites d'essais de pratiques de gestion bénéfique ont été sélectionnés, quels protocoles de terrain ont été utilisés pour collecter les données, puis on va vous parler du progrès des essais à 3 sites. Puis, avant de conclure, on va brièvement parler d'une étude sur laquelle on se base pour adapter les recommandations de pratiques de gestion bénéfique
au contexte des forêts néo-écossaises. Puis en conclusion, je vais présenter quelques stratégies pour appliquer des pratiques de gestion bénéfiques pour aider à conserver les oiseaux forestiers qui utilisent des forêts exploitées. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux oiseaux terrestres? L'étude qui est présentée ici, qui a été publiée en 2019, révèle que depuis le début des relevés des oiseaux nicheurs, qui ont débuté en 1970 et qui marquent le début de la collection de données sur les oiseaux chanteurs en Amérique du Nord, on a perdu presque 3 milliards d'oiseaux. Les groupes d'oiseaux qui connaissent les déclins les plus extrêmes sont les oiseaux de la forêt boréale, les insectivores aériens et les oiseaux migrateurs. La plupart des oiseaux qu'on a en Nouvelle-Écosse sont des espèces migratrices. On a aussi plusieurs insectivores aériens, des hirondelles qui sont déjà en déclin ou en péril. Puis au Cap-Breton, on trouve plusieurs espèces de forêts boréales en déclin, comme le gros-bec errant qu'on voit ici à gauche, qui est maintenant listé comme une espèce en péril. Pourquoi est-ce qu'on observe ces déclins des populations d'oiseaux? L'année dernière, cette étude qui a été publiée dans Nature a démontré que c'est la dégradation des forêts qui cause le déclin des populations d'oiseaux forestiers en raison de la perte d'habitat ou de caractéristiques d'habitat que les espèces ont besoin. Dans la figure ici à gauche, on voit que dans les maritimes, la superficie recouverte par la forêt augmente, la ligne rouge qui va vers le haut, mais que la quantité d'habitat qui est requis par plusieurs espèces d'oiseaux forestiers, elle, diminue. Ça, c'est les autres lignes colorées qui descendent vers le bas pour différentes espèces d'oiseaux de forêt mature. Donc, ce qui est démontré dans l'étude, c'est que la dégradation de l'habitat causée par la foresterie intensive durant les dernières décennies a résulté en un paysage qui est plus jeune, composé de forêts moins diversifiées et qui est structurellement plus simple. Donc, même si la superficie recouverte par la forêt augmente, la superficie d'habitat nécessaire pour les oiseaux forestiers, elle, diminue. Puis l'étude démontre que les populations de ces espèces suivent de près la quantité d'habitat disponible à travers le temps, donc que la perte d'habitat explique le déclin. Donc tout ça pour dire que c'est important qu'on commence à se dire que ce qu'on fait aux forêts affecte les oiseaux, puis qu'on doit penser à comment on peut mieux faire les choses pour moins les affecter. Ici, on a les 3 espèces en péril dont on va parler ce soir. La parélune du Canada, ici, le moucherolle à côté olive, puis le quiscal rouilleux. Cindy travaille sur ces espèces depuis 2010. Elles sont toutes listées en vertu de la loi sur les espèces en péril, qui est fédérale, et aussi sous la Nova Scotia Endangered Species Act. Si vous regardez du côté droit de la diapositive, vous voyez que ces espèces-là, en Nouvelle-Écosse, elles sont plus à risque que dans le reste de leur aire de répartition. En Nouvelle-Écosse, la parélune du Canada est listée comme étant en voie de disparition. Le moucherolle à côte olive est listé comme étant menacé. Puis le quiscal rouilleux est aussi listé comme étant en voie de disparition. Donc, la raison d'être, le pourquoi du projet, c'est déterminer comment est-ce qu'on peut aider à rétablir les populations de ces espèces d'oiseaux en péril. Ces espèces-là, durant leur séjour au Canada, ils ont besoin d'un habitat de qualité pour nidifier. Puis elles sont vraiment fidèles à leur site de reproduction. Elles y retournent année après année. Donc, être en mesure de faire ça est important pour elles. Puis, d'après des études qui sont menées dans la province depuis une quinzaine d'années, on sait que les populations de ces oiseaux sont dispersées à travers les forêts exploitées de la Nouvelle-Écosse. Puis que les aires de conservation ne suffisent pas pour les protéger et les rétablir. C'est donc important de commencer à conserver de l'habitat de nidification à travers les forêts exploitées pour les aider. L'idée de ce projet est venue à Cindy alors qu'elle faisait du travail de terrain. Elle a remarqué que les 3 espèces utilisent les forêts en exploitation. Elles semblent compatibles avec l'activité forestière, mais en même temps, c'est aussi possible pour l'activité forestière de supprimer leur habitat. Cindy a donc décidé qu'elle voulait travailler avec les acteurs du secteur forestier pour trouver des solutions qui sont bénéfiques autant pour les oiseaux que le secteur forestier. Donc, l'objectif principal du projet, c'est de développer puis de tester via un processus collaboratif puis itératif, un ensemble de lignes directrices opérationnelles pour des pratiques de gestion bénéfique, ou PGB, pour faire court, pour les espèces d'oiseaux terrestres en péril en Nouvelle-Écosse.
Ici, on voit notre moucherolle qui est perché sur un chicot. Donc, les pratiques de gestion bénéfique, qu'est-ce que c'est? C'est des mesures volontaires qui visent à réduire le risque puis les dommages pour une cible et son habitat lorsqu'on conduit une activité qui pourrait impacter la cible ou son habitat. Dans notre cas, la cible, ça pourrait être une espèce en péril ou une espèce de forêt mature qui est en déclin mais qui n'est pas encore listée comme étant en péril, par exemple. Puis, dans le contexte de la foresterie, les PGB peuvent aider les propriétaires puis les exploitants forestiers à intégrer le maintien puis la création de caractéristiques d'habitat clés pour la reproduction d'une espèce en péril dans l'aménagement forestier puis les opérations forestières. Il y a eu plusieurs types de projets de PGB qui ont eu lieu aux États-Unis, jusqu'au sud de notre frontière. Celui-ci qui a été développé par le Audubon Society se démarque du lot. Puis le titre se traduit en Foresterie pour les oiseaux du Maine, un guide pour les forestiers qui gèrent les terrains boisés en tenant compte des oiseaux. Ici, ce qu'on voit, c'est 4 exemples d'actions qui ne sont pas dirigées vers une espèce en particulier, mais qui sont considérées comme des pratiques de gestion bénéfique qui promouvoient le type d'habitat que la plupart des oiseaux de forêt mature ont besoin. Donc, par exemple, à l'échelle d'un peuplement, en premier, on peut encourager la diversité structurelle verticale et horizontale pour favoriser une densité moyenne à élevée à différents étages dans le peuplement. Chaque espèce d'oiseau a une strate ou un élément du peuplement qu'elle préfère. Puis si cet élément est absent, le peuplement, l'espèce va aussi être absente. Donc, en ayant une bonne structure, ça aide à ce que le peuplement soit accessible et utilisable par une bonne variété d'oiseaux. Un autre PGB serait de promouvoir la diversité structurelle en favorisant l'inclusion de résineux dans les peuplements de feuillus ou l'inverse. Ça aussi, ça crée de la diversité et ça permet à plus d'espèces d'utiliser un peuplement. En troisième, souvent quand la forêt est jeune, il n'y a pas encore de trouée dans la canopée. Puis dans ce cas-là, en créer peut être bénéfique pour encourager certaines espèces. Ensuite, la quatrième qu'on a, c'est si nécessaire, recruter, puis conserver, puis si nécessaire, recruter les chicots, puis les arbres en décomposition. Lorsque c'est possible de le faire en toute sécurité, évidemment. Ça, c'est toujours une bonne chose parce qu'il ne semble juste pas y avoir assez de bois mort debout ou couché dans la forêt. Il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui ont besoin de ces structures-là pour se nourrir puis nidifier. On vient donc de voir 4 exemples de ce que des PGB peuvent être. On a mentionné que les oiseaux et leurs nids sont protégés en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs. Il existe une protection juridique contre la destruction intentionnelle ou accidentelle pour les oiseaux, leurs nids et les oisillons. Ceci, ça s'applique à nos espèces indigènes, qu'elles soient migratrices ou résidentes. Donc, une espèce n'a pas besoin d'être migratrice pour être protégée. Puis, en tant que forestier, vous vous demandez peut-être, est-ce que je devrais chercher pour des nids avant de pratiquer des activités forestières dans un peuplement? Mais Environnement Canada et Environnement Changement climatique Canada recommande de ne pas faire ceci, de ne pas chercher pour des nids, mais plutôt vous fier au relevé d'oiseaux nicheurs pour savoir quelle espèce il y a dans votre coin. Pourquoi? Parce que c'est peu probable que vous trouviez le nid de l'espèce pour laquelle vous cherchez. Les nids sont souvent très bien cachés et vraiment difficiles à trouver. L'exception, ce serait pour des espèces qui nichent dans des cavités ou sur des plateformes comme les pics, les steppes, les canards. Ceux-là sont plus faciles à trouver en général. La pratique de gestion bénéfique la plus élémentaire pour aider les oiseaux forestiers, c'est d'éviter de récolter pendant la saison de nidification. Pour faire ça, pour s'informer là-dessus, Environnement Changement climatique Canada recommande de consulter les calendriers de nidification quand vous planifiez vos activités. L'adresse web est disponible ici. Le Cap-Breton se trouve dans la zone C3. Puis sur ce site web-là, vous pouvez entrer le code C3 puis les espèces qui vous intéressent. Donc, pour Unamaki, pour nos 3 espèces cibles, les dates de nidification sont du 5 mai au 12 juillet pour le Kiscal rouilleux, du 27 mai au 24 juillet pour la Caroline du Canada, puis du 3 juin au 10 août pour le moucherolle à côté olive. Une petite mention en bas ici, juste garder en tête que ces dates sont basées sur des données historiques. Donc, de nos jours, avec les changements climatiques, on observe que les oiseaux tendent à arriver
plus tôt en saison, puis aussi à débuter la nidification un petit peu plus tôt en saison. Ici, on a un nid de Quiscale rouilleux, qui est une de nos espèces cibles. Donc, il y a des PGB qui ont été développés pour les activités forestières dans d'autres régions. Comme je disais tout à l'heure, on a 2 exemples ici. Les pratiques de gestion bénéfique pour le Quiscale rouilleux ont été développées principalement d'après des études à long terme de populations denses de l'espèce dans le nord du New Hampshire. Puis celles pour la paruline du Canada ont été développées d'après des études à long terme aussi dans la même région, au New Hampshire. Puis elles ont été modifiées pour être adaptées au Canada atlantique. Il n'existait malheureusement pas de PGB pour le moucheral à côté olive au début de cette étude, mais le projet de Cindy tente de combler cette lacune. Donc, pour la Nouvelle-Écosse, cette série qui s'appelle la Nova Scotia Beneficial Management Practices Series, série de pratiques de gestion bénéfique pour la Nouvelle-Écosse, vient d'être créée, ou est en cours de création, je devrais dire. C'est des fiches d'information de 2 pages. Puis l'objectif, c'est d'avoir une fiche pour chaque espèce en péril présente dans la province pour 2 contextes différents, soit la foresterie et l'agriculture. Le développement de ces fiches-là est mené par Caddy McLean de CARP. Le contenu des fiches est basé sur une revue de littérature, puis des connaissances locales d'experts d'ici. Les fiches de nos 3 espèces cibles ont été approuvées par le Department of Natural Resources and Renewables, le gouvernement provincial, en fait, puis Environnement et Changement climatique Canada pour être utilisé comme ébauche de travail pour le projet. Donc, on voit ici les pratiques de gestion bénéfique. Puis, le projet, en fait, c'est vraiment de tester ces recommandations-là avant de faire des recommandations plus poussées à propos de comment elles pourraient être incorporées dans les programmes plus structurés. Les fiches ont commencé à être distribuées au public à partir de juin 2021. Si vous recevez de l'information d'une association de propriétaires boisés, vous avez probablement reçu une copie. Puis les versions en français seront disponibles bientôt. Autre que ça, les fiches présentent comment identifier l'oiseau, comment identifier l'habitat de l'oiseau, quelles sont les menaces qui pèsent sur l'espèce, puis les pratiques de gestion bénéfique qui vous intéressent. Il y a aussi une section qui parle de comment en apprendre plus et où aller pour avoir plus d'informations. En Nouvelle-Écosse, nos 3 espèces ciblées sont connues pour être associées à des zones humides, comme les marécages boisés et d'autres types de forêts humides. Certaines pratiques de gestion bénéfique s'appliquent donc aux 3 espèces. Il est par exemple recommandé d'éviter les pratiques sylvicoles durant la saison de nidification, comme on disait tout à l'heure, ça s'applique pour toutes les espèces qu'on veut conserver. Il est aussi recommandé d'éviter les pesticides qui ont un impact négatif sur les populations d'insectes non nuisibles. Parce que les espèces d'oiseaux qui nous intéressent ici consomment uniquement des insectes durant la période de nidification, puis c'est ce qu'ils utilisent pour nourrir leurs oisillons. Donc, ils ont besoin de ces proies-là. Il est aussi recommandé d'éviter les activités susceptibles de modifier l'hydrologie des zones humides. Ça peut être fait, par exemple, en récoltant sur un sol gelé et en évitant de construire des routes et de récolter dans les zones humides. Évidemment, c'est toujours préférable de laisser ces zones-là telles quelles. Et de laisser une zone tampon autour. Donc, ça, c'est la dernière recommandation. Il est recommandé de laisser une zone tampon autour des zones humides, boisées et ouvertes, et des ruisseaux. On va maintenant jeter un coup d'œil à comment identifier les espèces ciblées. Donc, ici, on a la pariline du Canada, un oiseau vraiment très coloré, assez éclatant. Le mâle a un anneau oculaire, une petite lunette, puis des lores qui sont jaunes. Le dessus de l'oiseau est gris bleuté. L'espèce a un collier noir distinctif qui est vraiment bien visible si vous voyez l'oiseau de face. La poitrine et le ventre sont jaunes, puis au-dessous de la queue, au niveau des sous-caudales, c'est blanc. Les femelles sont comme une version plus pâle du mâle, sont très discrètes, puis difficiles à observer en général. Puis ici, on a le chant, qui est un ensemble de notes très rapides. C'est surtout les mâles qui chantent, puis les femelles font des petits chips. Puis on va vous jouer le son ici. Encore.
Donc, très rapide, puis ça commence avec un petit chip distinctif dans le champ du mâle aussi. Donc, en Nouvelle-Écosse, la paruline du Canada avait principalement des marécages mixtes. Elle a besoin d'un habitat très complexe, d'une canopée qui est semi-ouverte avec des arbres émergents pour l'affichage territorial, des arbustes hauts de 2 à 5 mètres de hauteur avec une forte densité de tiges, puis aussi un feuillage dense au niveau du sol jusqu'à 2 mètres. L'osmond de cannelle, qui est une espèce de fougère, est souvent trouvé dans son habitat. Un sol avec des buttes, des souches, des racines, quelque chose de désordonné, c'est aussi quelque chose dont l'espèce a besoin parce que le nid est le plus souvent construit près du sol ou à même le sol. Il y a souvent beaucoup de végétation autour des nids, puis les nids sont vraiment difficiles à trouver. Un nid pourrait, par exemple, être installé sur la butte ici qui a été créée par un arbre, les racines d'un arbre qui a été renversé. Le territoire de l'oiseau est de taille typique pour un petit oiseau chanteur, environ 1 hectare. Puis habituellement, la totalité du territoire est composée de forêts humides. Les ébauches de PGB pour la paruline du Canada tentent de conserver les éléments que les oiseaux ont besoin pour s'alimenter puis se reproduire. Donc, pour avoir cet habitat complexe-là, il est recommandé d'utiliser un système de gestion inéquienne pour avoir au moins 3 classes d'âge, puis de maintenir un mélange de feuillus et de résineux, de limiter l'utilisation d'herbicides qui ciblent les feuillus, parce que sans la strate arbustive, l'habitat ne pourra pas être utilisé par la paruline du Canada. L'espèce est aussi sensible aux lisières, puis donc minimiser celle-ci est une bonne idée. Il est aussi recommandé de minimiser les déplacements dans les blocs de coupe, puis de maximiser l'espacement entre les sentiers, puis la machinerie. Les mâles chantent, puis observent le territoire depuis la cime des arbres, puis ils ont donc besoin que quelques arbres dépassent la canopée. D'après l'étude qui a été menée au New Hampshire, qu'on mentionnait un peu plus tôt, 12 arbres qui s'élèvent d'au moins 3 mètres au-dessus de la canopée par hectare est optimal. Puis pour ce qui est du sol complexe qui est nécessaire, on va éviter aussi de compacter le sol et de retirer la végétation puis les débris forestiers. Le couvert de mousse, les branches tombées, les souches, les buttes, tout ça devrait rester en place. Puis une façon de promouvoir ceci, c'est de laisser les cimes des arbres sur place après la récolte. Ici, on a le moucherolle à côté olive. Mâles et femelles sont similaires. C'est des oiseaux de taille moyenne qui ont un veston foncé distinctif. Ils ont l'air de porter un petit manteau avec un petit belon pâle, un petit ventre pâle. Notez aussi la gorge blanche, puis l'absence d'anneaux oculaires. Ils ont des pattes très courtes, puis pas de bandes à l'air. La plupart des autres espèces de moucherolles ont des bandes à l'air, des lignes verticales qui traversent l'aile, mais cette espèce-ci n'en a pas. La tête est plutôt carrée, puis la queue est courte. Mâles et femelles ont des cris d'appel qui sonnent comme ceci. Assez facile à reconnaître cette espèce-là. Puis, seuls les mâles ont un chant qui sonne comme vite 3 bières. Donc, c'est ça. C'est une espèce qui est assez facile à distinguer des autres lorsque vous êtes sur le terrain. Le moucherolle à côté olive, c'est comme un insectivore aérien embusqué. Il ne se cache pas vraiment, mais il attend pour une proie perchée sur un perchoir, souvent un chicot qui est vraiment très élevé. Puis il s'envole depuis le perchoir pour capturer des abeilles ou d'autres gros insectes volants, puis il retourne pour manger. Donc, il a besoin d'être capable de se percher au sommet des arbres ou chicots, puis il a besoin d'espace pour voler autour des cimes pour capturer ses proies. Puis c'est le seul moucherolle nord-américain qui a un seul mode d'alimentation. Pour cette raison-là, il a besoin d'une canopée qui est relativement ouverte. Un bon habitat pour l'espèce semble aussi avoir un couvert arbustif d'éricacées, des arbustes comme les calmias, les bleuets, parce qu'ils produisent des fleurs qui attirent les abeilles, qui sont une des proies favorites du moucherolle à côté olive. En Nouvelle-Écosse, l'espèce se reproduit principalement dans des tourbières, puis des marécages d'épinettes noires, mais vous pourriez aussi le trouver en lisière de coupe à blanc s'il y a de l'épinette noire ou de l'épinette rouge mature à proximité ou qui a été laissée à travers la coupe. Cet oiseau-là niche dans les bosquets de grands conifères. Il y a un nid ici,
un nid là, puis potentiellement un nid dans cet arbre-là, mais l'emplacement exact n'a pas été déterminé. Le nid est placé loin du tronc, probablement pour prévenir les attaques d'écureuils roux. Ensuite, l'espèce a un très grand territoire qui couvre entre 20 et 40 hectares, puis il est très fidèle à son territoire. Elle retourne au même territoire année après année. Puis comme on disait, l'espèce utilise des grands chicots vraiment régulièrement, puis chante de là-haut. Donc, si vous entendez l'espèce, il y a des bonnes chances que vous soyez capable de l'observer en regardant au sommet des chicots. L'ébauche de pratiques de gestion bénéfique pour le moucheral à côté olive, ça vise à conserver les caractéristiques de l'habitat que l'oiseau a besoin. Puis de toutes les ébauches que Cindy a vues, c'est celle qui est le moins spécifique en termes de quoi conserver ou retenir. L'ébauche recommande de laisser une zone tampon boisée de 50 mètres, là où des épinettes rouges ou noires entourent des tourbières, des marécages ou d'autres zones humides d'eau douce. Elle recommande d'utiliser des systèmes de gestion forestière inéquienne, donc laisser des massifs de grands arbres debout dans les zones de coupe, surtout si le peuplement est composé de conifères. Puis aussi de laisser tous les chicots qui ne représentent pas une menace pour la sécurité, parce que c'est des sites de perchoirs importants, comme on vient de le mentionner. Ici, on a la troisième espèce, le quiscale rouilleux, qui est une espèce d'oiseau de taille moyenne, un petit peu plus gros que le moucherolle. Durant la saison de reproduction, le mâle est noir brillant, juste ici, puis la femelle est gris charbon. Si vous voyez l'espèce aujourd'hui, il y a quelques spécimens qui ont passé l'hiver en Nouvelle-Écosse à des mangeoires cette année. Vous verriez que le bout des plumes est de couleur rouille en hiver. C'est de là que le nom de l'espèce vient. Les oiseaux vont bientôt muer puis redevenir noir brillant ou charbon, juste à temps pour la saison de reproduction. Cette espèce de quiscale-là a des yeux pâles, un bec fin, un corps rond puis une queue de longueur moyenne. L'espèce avec laquelle vous pourriez la confondre est probablement le quiscale bronzé, qui est un petit peu plus gros avec un bec plus large, un œil plus jaune et des reflets un peu plus violacés. Ce sont surtout les mâles qui chantent, mais les femelles chantent occasionnellement. Puis l'espèce a deux types de chants, un plus grave puis un plus aigu. Le grave est à 4,5 kHz, puis le plus aigu à 5. Il sonne comme ceci. Donc ici, on a celui à tonalité grave. Oups. Excusez-moi. Puis ici, on a celui à tonalité aiguë. Ces oiseaux nichent dans les forêts conifériennes ou mixtes, dans des paysages à faible pente, avec de multiples zones humides, puis des cours d'eau qui s'écoulent à travers, comme des mosaïques de terre humide, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Les paysages qui sont impactés par le castor ou les étangs castors, c'est vraiment idéal pour cette espèce-là. Ils utilisent aussi les berges de ruisseaux puis de lacs, surtout lorsqu'ils sont peu profonds et boueux, ainsi que les tourbières et les faines. L'espèce est encore une fois vraiment fidèle à son site, puis a un grand espace vital de 20 à 60 hectares. Elle peut se déplacer sur plus d'un kilomètre par jour pour se nourrir. Puis le quiscale se nourrit d'invertébrés aquatiques qu'il trouve en eau peu profonde ou dans la boue, ou encore sous la litière forestière. Le quiscale rouilleux commence à nicher en avril, puis il construit son nid dans un bosquet dense de conifères jeunes ou rabougris, souvent près d'eau peu profonde. Alors ici, Cindy et son équipe avaient trouvé un nid dans ce jeune sapin baumier. Il y en avait un dans l'épinette noire ici, puis un dans ce bosquet d'épinette noire également. Puis il y en avait un aussi quelque part autour de l'étang de castor qui est présenté sur cette photo ici en bas. Les ébauches de PGB pour cette espèce-là sont aussi basées sur des études à long terme au New Hampshire. Ils ont plusieurs recommandations très, très spécifiques. On ne les a pas toutes incluses ici. Une d'entre elles est de laisser une zone tampon boisée autour de toutes les zones humides et cours d'eau. Ensuite, conserver les arbres vivants puis les chicots dispersés en massif comme site de perchoir. Après, si vous savez que l'espèce a niché un site, c'est préférable de ne pas
perturber le site puisqu'elle va y revenir l'année suivante. Le même site est réutilisé année après année. Il est aussi recommandé de conserver 50% de l'étage dominant dans les peuplements de résineux matures intolérants à l'ombre. Puis en termes de plantation pour favoriser l'oiseau, au New Hampshire, il a été déterminé que si la régénération naturelle avancée est inférieure à 60%, planter des espèces de résineux indigènes à une densité de 1800 à 2500 tiges par hectare est bénéfique. Avant de parler de la méthodologie, je veux juste préciser que l'équipe a été capable de trouver des sites pour lesquels tester les pratiques de gestion bénéfique pour la paruline du Canada et le moucheroir à la côte olive. On n'a toutefois pas encore été capable de trouver des sites appropriés pour le Quiscal rouilleux. Donc, les pratiques de gestion bénéfique pour cette espèce-là n'ont pas encore été testées. Sélectionner les sites d'essai était une des premières étapes du projet. Il y a plusieurs couches d'informations géographiques qui ont été superposées pour déterminer quel site visiter. L'équipe a superposé les cartes de blocs de récolte approuvées de la part de ses partenaires forestiers, qui sont PHP ou Port Hawkesbury Paper, Medway Community Forest Corp, puis West War. Donc, ces cartes de coupe-là ont été superposées avec des cartes d'occurrence du Centre de conservation des données du Canada Atlantique, qui compile des données pour les espèces en péril. Ça a été aussi superposé avec des modèles de distribution pour les espèces en péril ciblés qui ont été créés par Shannon Bale, puis des cartes de zone humide, ainsi que les cartes d'inventaire forestier, puis de l'imagerie satellite de Google Earth. Donc, beaucoup de cartes pour déterminer où aller faire le terrain. Puis PHP a offert une centaine de blocs de cours pour le projet. L'équipe a priorisé ceux-ci à visiter en sélectionnant les blocs de coupe ou les parties de blocs de coupe qui semblaient les plus favorables pour les oiseaux qu'on voulait trouver. Donc, des forêts humides ou des forêts qui étaient près de milieux humides. Les inventaires ont eu lieu en 2021, puis les résultats, incluant la localisation des espèces en péril qui avaient été trouvées, ont été envoyés aux partenaires forestiers. Les partenaires forestiers ont ensuite renvoyé une liste des sites où les espèces en péril se trouvaient sur des blocs ou près de blocs qui allaient être récoltés à l'automne 2022 et l'hiver 2023. Quand l'équipe était à la recherche des espèces à risque, elle débutait par regarder et écouter pour ces espèces-là. Puis si la présence de l'espèce n'était pas confirmée spontanément, l'équipe utilisait 3 secondes. L'équipe utilisait un enregistrement de l'espèce à 3 reprises pendant 30 secondes. Puis ça favorisait la détection. Quand une espèce en péril est repérée, sa position est estimée en ajustant l'emplacement de l'observateur en fonction de sa distance, puis l'orientation par rapport à l'oiseau. Parce que c'est ça, les espèces sont en général confirmées par leur chant. Puis on ne veut pas les perturber trop. Donc, si on l'entend et qu'on sait que c'est à tant de mètres, on peut ajuster pour déterminer les coordonnées de l'oiseau. L'équipe a aussi déployé des enregistreurs autonomes pour détecter d'autres individus ou d'autres espèces en péril qui auraient pu être manquées pendant qu'elle était sur le terrain. Ce que vous voyez ici, c'est un enregistreur autonome Audiomote. Ça fait une dizaine de centimètres de largeur. Puis c'est possible de les programmer pour enregistrer à certaines périodes. Donc, les données sont sauvegardées sur une carte SD. Puis quand vous récupérez l'appareil, 2, 3, 4 semaines après l'avoir installé, vous pouvez écouter l'enregistrement pour voir si une espèce en péril a été détectée. L'équipe a aussi effectué des relevés d'espèces en péril dans les sites de contrôle où pas de récolte était prévue, mais où on sait que les 3 espèces concernées se reproduisent. Puis ça, c'était pour voir si on perd les oiseaux d'un site où les pratiques de gestion bénéfique ont été mises en œuvre. On veut pouvoir être capable de comparer avec un site qui n'a pas été récolté. Donc, ici, on a des photos qui présentent des exemples de sites de contrôle. On a un site pour la Paruline du Canada, puis un site pour le moucheroir à la côte olive. Ces sites-là sont à la forêt de démonstration d'Otter Ponds. La forêt à gauche montre une forêt de grandes épinettes rouges. L'ouragan Fiona a renversé plusieurs de ces grands arbres. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va être l'impact sur les oiseaux qui fréquentaient ces sites-là cette année. Cette carte-ci montre les sites qui ont été visités en 2021.
Puis elle montre aussi où les enregistreurs ont été installés à travers la province. Après avoir envoyé l'information au sujet des inventaires à ses partenaires forestiers, l'équipe a reçu une liste de sites pour lesquels la compagnie forestière ou les compagnies forestières prévoyaient travailler cette année. Puis ils sont montrés ici, ces sites-là. Aujourd'hui, on vous parle principalement des sites qui sont situés au Cap-Breton, Unama'ki. En 2021, l'équipe essaie vraiment de visiter le plus de sites possible parce qu'elle voulait trouver le plus d'oiseaux possible. Parce qu'on ne savait pas à ce moment-là quel site allait être récolté durant la plage de temps de l'étude. Puis cette année, l'équipe voulait aller plus loin, pas seulement dire il y a une espèce en péril à ce site-là. Avec la liste des sites qui allaient être récoltés en mai, l'équipe est retournée sur le terrain en mai, juin, juillet pour faire des inventaires plus intenses et répétés pour trouver les oiseaux, mais aussi pour délimiter leur territoire. Des enregistreurs autonomes ont encore une fois été utilisés pour capturer les preuves de présence puis d'activité des espèces en péril au site. Si vous regardez aux ébauches des pratiques de gestion bénéfique, on a une copie à droite de l'écran, juste ici. Ils sont conçus pour un usage général. C'est quelque chose que quelqu'un peut prendre puis se dire « OK, je vais faire de la coupe. OK, si je fais de la coupe et je m'inquiète au sujet de la Paruline du Canada, je peux faire ceci. » Donc, c'est très général. Puis, elles sont conçues aussi pour être utilisées en l'absence de confirmation de la présence d'espèces en péril. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir si l'espèce est là ou pas pour les appliquer. C'est des recommandations qui encouragent à garder les caractéristiques d'habitat qui favorisent les espèces en péril. Cindy tenait à tester les pratiques de gestion bénéfique à des sites où la présence des espèces en péril était connue, vraiment pour tester l'efficacité de ces pratiques-là, puis voir si ça impacte les espèces ou pas. Donc, l'équipe a fait un gros travail pour démontrer que les oiseaux étaient présents, où ils étaient présents, puis a fait le design des pratiques de gestion bénéfique autour de ces emplacements connus. Donc, le protocole que je vais décrire dans les prochaines diapositives pour 3 sites à Unama'ki qui ont été développés en collaboration avec PHP puis le gouvernement provincial sont basés là-dessus, ont vraiment été adaptés en fonction d'où les oiseaux avaient été observés par l'équipe. Donc, ceci, c'est un site nommé McIntyre Mountain. Les petits diamants jaunes qu'on voit ici, c'est des endroits où la paruline du Canada a été trouvée. Ce ne sont pas nécessairement tous des individus séparés. Des groupes de diamants peuvent indiquer des territoires spécifiques. Les endroits en blanc sont des blocs de coupe. Puis les zones en aqua, comme ici, sont des zones humides. Les tourbières, dans ce cas-ci, qui étaient cartographiées dans l'inventaire forestier. Les prédictions de la profondeur de la nappe phréatique sont aussi incluses en jaune pâle puis en violet. Donc derrière ici, les endroits où la cartographie prédit que la nappe phréatique se trouve très près de la surface du sol. Puis quelque chose qui est intéressant de remarquer ici, donc on voit qu'il y a une tourbière juste là, puis ça c'est un bloc de coupe. La paruline du Canada est habituellement trouvée dans les forêts humides ou près de zones humides. Mais quelque chose qu'elle a appris en regardant les cartes de récolte en général, c'est que les zones humides sont évitées, c'est souvent évitées ou exclues des plans de récolte. C'est le cas ici. Mais il y a certains secteurs humides en dehors des zones de coupe ou juste en dehors des zones de coupe qui sont utilisées par la paruline du Canada. Donc, elles utilisent les zones de transition entre la zone humide et la forêt non humide ou upland. Oups. Excusez-moi, je vais juste cliquer trop rapidement. Donc, à gauche, c'est une image de drone qui a été capturée par le mari de Cindy. Il a participé au projet en faisant voler son drone au-dessus des sites, puis l'imagerie va être utilisée pour déterminer comment l'habitat a changé entre avant la coupe puis après la coupe prescrite via les pratiques de gestion bénéfique. Donc, c'est ça. Ici, on voit où les parulines du Canada se trouvent. On va maintenant voir comment on peut appliquer les pratiques de gestion bénéfiques ici. Parce que comme on disait tantôt, on ne peut pas vraiment prendre les recommandations qui sont dans la fiche de 2 pages puis les appliquer directement. Il faut penser un petit peu en fonction du site pour que ça fasse du sens.
Donc, ce qui a été développé pour ce site-là, puis là, les localisations de Paruline du Canada sont numérotées. On voit qu'il y avait environ ou jusqu'à 10 mâles chanteurs qui ont été détectés à ce site. Autour de chaque location où une paruline du Canada a été observée, sur un cercle de rayon de 25 mètres, on a conservé une zone tampon où aucune récolte n'aurait lieu. Ces zones-là sont identifiées par les petits cercles belges. Les zones tampons sans récolte. Pas de récolte là. Puis les pratiques de gestion bénéfique sont appliquées, elles, dans la zone qui est en bleu. Ça, c'est une zone qui va de 25 mètres à 100 mètres autour des cercles belges. Donc, les pratiques de gestion bénéfique qui ont été appliquées là-dedans sont présentées juste ici, à droite de la diapositive. Donc, on a recommandé de conserver au moins 12 arbres dispersés individuellement ou en petits massifs à 4,5 mètres les uns des autres et qui font au moins 3 mètres au-dessus du sous-bois par hectare pour qu'ils servent de perchoir de champ. PHP a dit que la recommandation pour les sites d'essai gardait ça de toute façon. Ensuite, on a recommandé de réduire au minimum les perturbations de la végétation au sol, de laisser les cimes, les branches, les arbres en place pour qu'il y ait plus de débris ligneux, puis que ça améliore la structure du sol forestier. On a aussi recommandé d'éviter l'utilisation de pesticides et situer les sentiers à une distance de la limite de la zone tampon sans récolte, qui correspond à la longueur du bras de la batteuse. Ceci pour s'assurer que la batteuse ne laisse pas de traces dans la zone sans récolte. Un autre site dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, il y avait un peu de récolte en avril, puis sans assez de planification à ce niveau-là pour la localisation des sentiers, il y a eu de la machinerie qui s'était retrouvée dans une des zones tampons sans récolte. Donc, on veut éviter ça. Ici, on a un autre site où 7 mâles chanteurs ont été trouvés. C'est le site de Whites Lake. Des recommandations de PGB similaires ont été formulées ici. Encore une fois, les points jaunes sont les endroits où les parulines du Canada ont été observées. Les cercles beiges sont les zones tampons sans collecte. Puis les zones bleues sont les zones où les recommandations de pratique de gestion bénéfique sont appliquées. À ce site-ci, River Tillard, la paruline du Canada et le moucherolle à côté olive étaient tous les deux présents. Les parulines du Canada sont identifiées par les cercles en jaune dans ce coin-ci, puis les moucherolles à côté olive sont identifiées par les cercles en vert. Ce site-là avait aussi un peu d'engoulevent d'Amérique, qui est une autre espèce empirique qui se trouve au Cap-Breton, dans les secteurs les plus ouverts, puis ils sont identifiés par les cercles en bleu, en haut ici. Le site est entouré de zones humides. Ils sont cartographiés comme étant des zones humides prédites. L'équipe a eu une approche similaire ici pour les pratiques de gestion bénéfique pour la paruline du Canada. Les recommandations sont identiques, puis le même processus a simplement été appliqué pour un autre site. Pour le moucherolle à côté olive, les mêmes distances ont été utilisées. Les oiseaux sont identifiés en vert, puis les zones tampons sans récolte sont encore identifiées en beige. Pour ce qui est des zones où les PGB sont mises en œuvre, elles sont identifiées en vert. Puis comme recommandation, on a utilisé des systèmes de gestion forestière inéquienne dans la mesure du possible, laisser les massifs de grands arbres debout dans les zones de coupe, en particulier les épinettes noires matures, puisque les oiseaux utilisent les massifs d'arbres matures pour construire leur nid et pour chasser depuis la cime des arbres. On recommande aussi de laisser sur place tous les chicots qui ne représentent pas une menace pour la sécurité, parce que les chicots les plus hauts sont utilisés comme perchoirs de chasse. On recommande aussi d'éviter l'utilisation de pesticides et d'herbicides, surtout pour éviter d'affecter les abeilles, qui sont un aliment préféré par le moucherolle à côté olive. C'est ça. Les pesticides tuent les abeilles, puis les herbicides tuent la nourriture des abeilles. Donc, ça nuit à l'espèce qui se nourrit d'insectes. Quelque chose que Cindy a remarqué, c'est que les recommandations de protection bénéfique pour le moucherolle à côté olive ne sont pas aussi spécifiques qu'elles pourraient l'être. Il semble que personne n'ait préparé de recommandations pour cette espèce-là, encore qu'il y ait moins de travail de fait sur l'espèce dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Pour combler cette lacune, l'équipe a entrepris une analyse plus poussée de la végétation des sites qui sont occupés par le moucherolle à côté olive à 16 endroits à travers la province. Donc, à ce site-ci, on voit en rose 3 transects en bande. Donc, un là, puis un là. Puis, ce qui s'est passé, ou ce que l'équipe a fait le long de ces transects-là, qui sont des lignes de 50 mètres de longueur par 10 mètres de largeur,
L'équipe a cartographié tous les arbres puis les chicots, puis leur distance depuis la ligne centrale pour les arbres dont le diamètre à hauteur de poitrine est supérieur à 5 cm et qui mesurent 5 mètres de hauteur ou plus. Ça donne ces cartes-là. Donc, on voit que ça fait 5 mètres de large de part et d'autre d'une ligne centrale, puis 50 mètres de largeur. Puis donc, ils ont cartographié le type d'arbre, si c'était des résineux ou des espèces décidus, ou si c'était des arbres morts, donc des chicots. Ça, c'est la représentation de cette zone-ci. L'équipe a aussi noté toutes les 2 mètres le long du tronc sec, les espèces, la hauteur, puis le pourcentage de recouvrement des espèces qui font de moins de 5 mètres de hauteur, donc plus comme la strate herbacée puis les petits arbustes. L'image de drone qu'on voit ici a une résolution qui est vraiment élevée, puis il y a des étudiants qui sont en train de géoréférencer. Puis une fois que ça va être fait, il y a des calculs qui pourront être produits à partir de l'imagerie drone, puis de données LIDAR qui étaient disponibles pour le secteur. Ça va aider à déterminer les métriques du site. Ici se trouve un résumé de ce qui a été observé au 16 sites du Moucheras-la-Côte-Olive. Il y a beaucoup de chicots, ce qui n'est pas vraiment une surprise vu que l'espèce s'en sert beaucoup pour chasser. Donc, 31% de tous les arbres sont morts. Il y a beaucoup d'épinettes, principalement de l'épinette noire, mais aussi de l'épinette rouge au site, mais c'est vraiment l'épinette noire qui domine. Ensuite, on a aussi du sapin à baumier, du mélèze, du pin, puis des feuillus. Puis dans presque tous les cas, les feuillus qui étaient trouvés au site étaient de l'érable rouge. Quand on regarde à l'état de santé des arbres, l'histogramme qui est ici montre que parmi tous les arbres qui ont été mesurés, la classe de santé 2 était la plus commune, donc avec un déclin de la canopée de 25 à 50 %. Donc les arbres sont pas dans la plus grande des formes. Puis il y a des analyses qui sont en cours pour déterminer les tendances de regroupement et d'esmorcement des arbres aux sites qui sont utilisés par le Moucheras. Puis ça va permettre de formuler des recommandations qui sont adaptées par cette espèce-là. De ce qui est observé, l'espèce semble pouvoir tolérer beaucoup d'ouverture, tant aussi longtemps qu'il y a des bosquets d'arbres adaptés qui sont laissés en place. Ce qui est prévu pour l'été prochain, c'est de mesurer l'efficacité des pratiques de gestion bénéfique qui ont été appliquées. L'équipe va retourner sur le terrain pour refaire les mêmes suivis. On veut savoir si les oiseaux sont encore là, puis s'ils utilisent encore les mêmes zones. Puis si la réponse est oui, s'ils sont encore là et utilisent les mêmes zones, ça veut dire que les pratiques de gestion bénéfique qui ont été appliquées ont fonctionné. C'est qu'elles ont conservé les habitats ou les éléments d'habitat dont ces oiseaux-là ont besoin pour s'alimenter et nicher. On espère aussi obtenir des données post-récolte de la part des partenaires forestiers, puis de capturer de l'imagerie drone à nouveau pour avoir des photos aériennes qui pourront être utilisées pour documenter les habitats après la récolte. Ici, on a 3 autres espèces en péril dans les forêts, qui sont trouvées dans les forêts aménagées du Namagi, le piwi de l'Est, juste ici, qui est une espèce de forêt nature mixte. Des ébauches de pratiques de gestion bénéfique existent pour lui. On a aussi l'engoulevent d'Amérique. Pour lui aussi, des ébauches de pratiques de gestion bénéfique existent. Puis, l'équipe a trouvé plusieurs individus de cette espèce-là lors du travail de terrain. Et finalement, on a le gros bec errant, une autre espèce en péril, mais des pratiques de gestion bénéfique pour cette espèce-là n'existent pas encore. Il manque de recherche sur eux pour le moment. Donc, pour conclure, on va parler de stratégie à propos de comment incorporer la conservation d'oiseaux terrestres puis les pratiques de gestion bénéfique dans l'aménagement, la gestion, puis des terres boisées privées. Il y a quelques façons de procéder. Donc, si vous ne savez pas si une espèce en péril est présente sur votre lot, une bonne chose à faire, si vous voulez aider ces espèces-là, potentiellement, c'est de conserver une zone tampon de 50 mètres autour des zones humides, des forêts humides, des cours d'eau et possiblement des zones où la nappe phréatique se trouve à moins de 50 cm de la surface. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de gestion inéquienne qui augmentent la diversité structurelle des peuplements et d'autres techniques de foresterie écologique spécifiques au type de peuplement.
Vous pourriez aussi prévoir l'application de bonnes pratiques de gestion pour les espèces les plus susceptibles d'être présentes chez vous, selon le type de boisé puis d'habitat que vous avez. Puis si vous travaillez avec quelqu'un comme Peter Burchill, vous pourriez probablement avoir accès aux locations des espèces en péril, les données du Centre de données sur la conservation du Canada Atlantique, et même obtenir des couches SIG, des modèles d'habitat qui prédisent où l'habitat d'espèces en péril pourrait se trouver. Récemment, Cindy a travaillé sur un projet pour le Unamaki Institute of Natural Resources. Puis, ici, on a un regard rapide aux modèles d'habitat qui ont été produits pour 6 espèces en péril pour le bassin versant du lac Brador. Donc, c'est des modèles qui montrent si l'habitat est adéquat ou non. L'échelle de couleur se trouve ici à gauche. Plus c'est rouge ou orangé, plus l'habitat semble adéquat, et plus c'est vert ou bleu, moins l'habitat semble adéquat. Puis des modèles du genre ont été développés pour tout Unamaki. Un autre aspect important, c'est la priorisation puis la temporalité du travail forestier. Comment prioriser le travail dans différents secteurs, puis quand ce travail est effectué. Donc, une des pratiques de gestion bénéfique qui revient souvent quand on parle des forestiers, c'est l'arrêt de la récolte durant la saison de reproduction. Plusieurs ne peuvent pas le faire, puis il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne peuvent pas arrêter pendant 2 ou 3 mois. Puis la réponse, c'est de causer le moins de tort possible. Regardez au peuplement sur lesquels vous voulez travailler. Puis idéalement, hors de la période de reproduction, donc avant mai, puis après août, allez dans les sites qui pourraient abriter des espèces en péril ou qui supportent des espèces de forêt nature qui sont en déclin, par exemple. Comme ça, votre activité risque moins d'impacter ces espèces-là à une période de l'année où ils sont vraiment occupés. Puis, les zones humides boisées sont vraiment... puis, les zones humides en général, en fait, là, boisées ou ouvertes, sont des sites qui sont extrêmement productifs. Ils abritent plus d'espèces d'oiseaux, plus d'individus, puis plus d'espèces en péril que les sites plus secs. Donc, laisser ces sites-là de côté en dehors de la période de reproduction, ou laisser ces sites-là de côté durant la période de reproduction, pardon, c'est vraiment important. Puis, c'est assez facile à faire. Si vous voulez vous impliquer ou en apprendre un petit peu plus, vous pouvez participer à une sortie de terrain qui aura lieu dans la région de Baddeck le samedi 17 juin. La date de mauvais temps est le 24 juin. On est presque complet ou peut-être potentiellement complet en ce moment. Il y a eu beaucoup d'intérêt, mais une liste d'annulation sera probablement créée. Alors, donnez votre nom vaut la peine. Puis la sortie, en fait, la façon que ça va se passer, c'est qu'on va emmener un groupe de personnes sur le terrain pour voir les espèces en péril. Puis Cindy va présenter leur habitat, les arbres qu'ils utilisent, comment ils utilisent, puis on va discuter de comment on peut aider ces espèces-là. Ça va être une demi-journée. Ça va débuter tôt le matin, puis ça devrait être terminé par midi. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez contacter Peter Burchill du Cape Breton Private Land Partnership. Vous pouvez télécharger les ébauches de pratiques de gestion bénéfique, puis vous pouvez visiter le site web de Cindy qui est hébergé par le Mercy Tobiatic Research Institute. Ici, on a le courriel de l'équipe, si jamais vous avez des questions. Puis Cindy, en ce moment, travaille avec le Mercy Tobiatic Research Institute pour développer un nouveau projet qui vise à inclure la conservation d'espèces d'oiseaux en péril via des mesures de gestion bénéfique dans les plans de gestion des terres boisées privées. Puis ce projet devrait débuter l'année prochaine si le financement est accordé. Oups. Donc, Cindy a plusieurs personnes à remercier. On tient à remercier toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, autant aux partenaires pour le financement que les gens qui ont aidé et collaboré pour que le projet se réalise, ainsi que les assistants de terrain. Et merci à vous pour votre écoute. C'est ici que la présentation se termine. La dernière chose que je veux dire, je pense, c'est que une version traduite du site web va bientôt être disponible. C'est en cours de traduction. Puis il y a aussi une petite fiche de terrain que Cindy a fait traduire l'année prochaine qui est disponible si vous désirez avoir de l'information en français. Donc, on vous invite à entrer en contact avec nous si vous désirez qu'on vous envoie ces ressources-là.
Merci. On va terminer l'enregistrement ici. I'm all done, Erika.